pour ouvrir le forum. En principe, il devrait y avoir le maire de la ville, qui est également le conseil départemental chargé des relations avec les Comores. Mais je pense qu'entre les élus du département, ils sont convenus à venir à la même heure. Donc on commence à tour de ronde en attendant qu'ils arrivent. Et M. Bakar Swali, qui est adjoint au maire à la Courneuve, et puis également il est le trésorier général de la FA 93, et aussi membre du conseil d'administration de l'UNACOF. Je lui passe la parole avant de passer aussi le micro aux panélistes. Merci, monsieur le coordinateur. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux dans cette deuxième édition. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre invitation. C'est un honneur et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis profondément honoré de m'adresser à vous aujourd'hui en tant qu'élu français d'origine comorienne et trésorier de l'association FEFAC. Je mesure l'immense privilège de pouvoir représenter notre communauté, de porter nos valeurs et de travailler chaque jour pour notre avenir commun. Je remercie sincèrement les associations comoriennes de rendre possible cette rencontre. Elles sont les gardiennes du lien précieux entre les Comores et la France, un lien qui nous permet de transmettre notre culture, notre histoire et nos valeurs à travers les générations et les frontières. Aujourd'hui, notre thème est la jeunesse comorienne, ici et là-bas. Une jeunesse vibrante, courageuse et talentueuse. À vous, jeunes Comoriens et Comoriennes, je voudrais dire combien vous êtes le cœur battant de notre communauté, notre espoir de demain. En France comme aux Comores, vous êtes la génération du changement, celle qui pourra surmonter les défis et tracer une voie nouvelle basée sur l'ouverture, la solidarité et l'ambition. Nous savons que les défis ne manquent pas. Les jeunes de notre communauté font face à des obstacles importants. Accès à l'éducation, aux formations, à l'emploi, tout en cherchant à maintenir un lien fort avec nos racines. En tant qu'élu comorien, je prends l'engagement de soutenir ces aspirations, de défendre vos intérêts et de travailler pour créer des passerelles entre la France et les Comores, afin que chaque jeune puisse réaliser son potentiel ou qu'il choisisse de s'épanouir. Pour cela, la diaspora a un rôle essentiel à jouer. Chacun d'entre vous ici représente une source précieuse. Que vous soyez entrepreneur, étudiant ou engagé dans le monde associatif, vous avez le pouvoir de contribuer au développement des Comores. Vous pouvez partager vos connaissances, vos compétences, vos idées pour ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse comorienne. J'encourage toutes les initiatives qui favorisent les échanges et les partenariats, qu'il s'agisse de bourses d'études, de stages ou de programmes de mentorat. Chaque geste compte. Je voudrais aussi vous rappeler, chers amis, chers jeunes, que l'avenir des Comores vous appartient. En portant avec fierté notre identité, en honorant notre culture et notre tradition, et en restant ouverts sur le monde. Vous êtes les véritables bâtisseurs de demain. La France est un pays d'opportunités, un lieu où vous pouvez acquérir des compétences, des expériences et nourrir vos ambitions. Mais n'oubliez pas et n'oubliez jamais d'où vous venez. Faites briller notre héritage comorien. Apportez votre pierre au développement des Comores et soyez des ponts entre nos deux pays. Ensemble, unis et solidaires, nous pouvons construire un avenir où chaque jeune Comorien pourra dire avec fierté « Je suis Comorien et Français ». Et je contribue au bien-être de mes deux nations. La diaspora, les associations, la jeunesse, c'est par vous, par nous tous, que passent les réussites de demain. Je vous remercie de votre engagement,
de votre passion et de votre foi en l'avenir. Les Comores et la France ont besoin de vous. Je suis honoré de faire ce chemin à vos côtés. Et enfin, pour conclure, je ne voudrais pas terminer sans adresser mes vives félicitations à nos jeunes bachelières et bacheliers. Je vous souhaite une excellente continuation avec vos études universitaires. Soyez fiers de vos racines et de vos aspirations. Avec vos talents et votre engagement, vous avez le potentiel d'atteindre les sommets. Vous portez et vous l'avenir des Comores. J'ai une confiance inébranlable en votre capacité à contribuer au rayonnement de notre pays, tant qu'ici qu'à l'étranger. Merci de votre attention. Bonjour à tous, pour commencer. Donc avant de commencer la table ronde, je vais poser le cadre de nos échanges. Donc les panélistes qui ont bien voulu participer à cette table ronde ne se positionnent pas en experts, c'est un partage d'expérience, c'est une discussion pour que chacun en puisse prendre un recul et réfléchir, questionner nos propres pratiques. En introduction, je vais vous remettre la thématique que je leur avais soumise. Donc c'était la citoyenneté, l'engagement citoyen, quelle place pour les jeunes? Pourquoi cette thématique? Pourquoi? Parce que au niveau de nos structures qui nous sont propres, on commence tous à se poser la question de la relève avec une certaine inquiétude. On la voit pas, on sait pas trop comment faire, on a l'impression que la jeunesse s'intéresse pas à nos activités, donc la question, elle est partie de là. Quand j'ai soumis la thématique à nos panélistes, l'une des premières questions qui est sortie, mais pourquoi vous avez mis les jeunesses? Est-ce qu'il y a plusieurs jeunesses? Pourquoi leur place? Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas leur place? Donc ça a soulevé pas mal de questionnements. Donc on a dit les jeunesses parce qu'effectivement il y a plusieurs jeunesses. Il y a la jeunesse qui est née, là comme on est en communauté comorienne, donc on va dire il y a la jeunesse qui vit aux Comores, il y a la jeunesse qui est primo-arrivant, qui voyage, qui vient ici. Il y a la jeunesse qui est née ici et qui est d'origine comorienne. Il y a la jeunesse étudiante, il y a la jeunesse travailleur, il y a la jeunesse jeune parent. Donc la jeunesse ne forme pas un groupe homogène. Donc effectivement, il y a plusieurs jeunesses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les panélistes qui sont autour de moi. Alors, pour pas faire d'erreur, on va commencer par les filles. Donc j'ai Aïra Azad, qui est conseillère socio-professionnelle en mission locale à Saint-Denis. Elle est membre de l'association Cœur Blanc. Elle va nous en parler tout à l'heure. J'ai Mouslimat, qui est une membre active de plusieurs associations, notamment l'ASEM qui est à Mjoizi aux Comores et la CMF qui est à Paris. J'ai à côté de moi Junaïd, qui lui est secrétaire général, président du mouvement des jeunes étudiants de Lyon. Donc c'est plutôt une association locale qui est circonscrite sur la ville de Lyon. Et j'ai monsieur Idi Papa-Claude, qui est secrétaire général de RASMI, Rassemblement des Mitsamouliens, qui est pour le coup une association à échelle nationale, qui couvre le territoire français. Pour rentrer dans le débat, quand on a commencé les discussions préparatoires, vous m'avez parlé de vos structures et j'ai constaté qu'il y avait des structures faites par les jeunes pour les jeunes et qu'il y avait des structures qui créaient des sections pour les jeunes. Donc je vais vous laisser un par un peu nous décrire vos associations, ce que vous y faites et le mode de fonctionnement. Donc, je vous laisse la parole. Je vais commencer par les filles d'abord.
Bonjour, donc moi je suis membre de l'association Cœur Blanc. C'est une association qui est née en 2021 sur Paris. Elle est faite par des jeunes de toutes nationalités. Il y a 11 membres dans le bureau. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des maraudes. On est divisé en 5 pôles. Nous avons le pôle administration, dont moi je suis dedans. Il y a le pôle trésorerie, projet international, parce qu'on mène des actions aussi à l'étranger. Le pôle maraude et le pôle communication. Il y avait pas d'autre? Ouais, je vais écrire ce que vous faites. Bonjour, je m'appelle Mouslimati, je viens de Njoaïzi. Je ne travaille pas plus précisément dans une association, mais je suis membre actif de plusieurs associations, comme l'a décrit Nafissa. Mais c'est tout comme parce que ce sont des associations de Njoaïzi, donc on a le même objectif et on travaille plus précisément dans tout ce qui est l'éducation et la limite et la limite de la délinquance. Merci. Du coup, bonjour tout le monde. Du coup, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis nouveau président de l'association, on appelle plutôt Mouvement des étudiants et jeunes comoriens de Lyon. Donc notre siège est, comme ça a été dit, basé à Lyon. Donc on accompagne les jeunes et les étudiants qui sont arrivés dans notre belle région lyonnaise. On les accompagne pour leur démarche d'inscription. On a pas mal d'étudiants qui arrivent, qui ont un difficulté et qui ont besoin d'être accompagnés par rapport à leur recherche d'appartement, par rapport à leur recherche d'établissement universitaire. Du coup, bon voilà, moi je suis un ancien étudiant, mais cela ne m'a pas empêché de reprendre le flambeau parce que j'ai trouvé des prédécesseurs qui avaient joué ce rôle. Et du coup, moi là actuellement, je suis comme tous les autres étudiants qui les accompagnent. Je suis inscrit dans une formation en ligne qui s'appelle Google Certificate. C'est une formation pour tout ce qui est métier lié à l'informatique. Voilà. Ici, je représente l'association RASMI, qui est une association qui est née en 2011 à Marseille. Association, comme c'était présenté par la FISA, avec un rayonnement national, puisqu'il y a 3 sections qui sont implantées à Paris, à Marseille et à Chambéry pour couvrir le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association qui a pris le relais d'une autre association qui s'appelle SPML, qui, elle, a été créée début, mes aînés le corrigeront, mais début ou fin des années 90. Comme toute association comorienne de son époque, elle s'attelait à un objectif qui était triptyque: mieux accueillir, mieux accompagner vers l'insertion, contribuer au développement de notre pays d'origine, et puis promouvoir la culture, promouvoir l'entente et la solidarité entre Comoriens. J'aurais pu m'arrêter là. Quand je dis ça, je préférerais ajouter que mais tout ça, sans être has-been, tout ça demande à être rénové. Et c'est pour cela que je prends plaisir à participer à ces tables rondes, vu la problématique qui est posée, pour dire que RASMI aujourd'hui a pris une autre orientation, qui est de dire la priorité sur la jeunesse, quand on dit la jeunesse, donc la relève, la formation de nos jeunes. Je crois que j'en fais partie, il y en a plusieurs jeunesses, je ne sais pas, moi j'ai 40 ans, mais je ne sais pas, j'en sais. Parce que là tu as semé le doute, du coup moi je ne sais pas si je suis vieux ou pas. Non. Mais bon, dans ma tête je suis jeune. Et donc mieux accueillir et surtout mieux accompagner cette jeunesse. Moi ce que je vois ici, ce sont mes aînés, ils ont donné 40 ans dans l'associatif. Et il y a très peu de jeunes. Est-ce qu'on va continuer à les voir encore 20 ans?
Donc il y a un profond malaise dedans et un problème qui dit que même la solidarité entre Comoriens, je vais dire peut-être une de nos devises, est peut-être appelée à disparaître entre Comoriens et expatriés. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller au-delà. Tu auras l'occasion de développer. Merci beaucoup. Durant nos échanges, j'ai cru comprendre que la période estudiantine était une période propice pour rentrer dans l'engagement associatif. Est-ce que vous pouvez me parler de vos débuts? Comment vous avez atterri dans le mouvement, dans l'engagement, dans la vie associative? Je recommence de ce côté. On peut inverser. Comment vous avez atterri? Très bien. Moi, je suis arrivé en France en 2005 pour mes études supérieures et j'ai été dans une prépa intégrée génie civil. Après, j'ai intégré une école d'ingénieur génie civil. Et comme dans toutes les écoles d'ingé, vous avez des missions humanitaires. Moi, la fibre associative, je l'ai eu dedans. En fait, on aurait pu faire, et je pense qu'on doit aussi le faire, de l'autoreproduction quand on parle de l'engagement associatif. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis père de famille, j'aurais pu venir avec ma fille aujourd'hui, qui a 10 ans. Peut-être qu'elle aurait vu, elle aurait découvert aujourd'hui quelque chose qui l'aurait intéressé et qu'elle viendrait de son propre chef. Je ne l'ai pas fait, comme beaucoup d'ailleurs. Moi, j'ai pris la fibre dans ça, puisqu'on avait l'association humanitaire, on avait des missions à l'étranger, et c'est comme ça qu'est né vraiment. On a été au Maroc. Moi, je n'ai pas fait partie de la délégation, mais j'ai fait partie de la programmation et de l'organisation. Et je me suis dit, mais tout ce qu'on va faire au Maroc, pour construire une école en un mois, on aurait pu le faire chez moi. Et c'est comme ça que l'engagement m'aimait. Et au moment où je me posais la question, c'était un moment où on se disait, on avait une benne. Comme dans un chantier, je vais parler comme un gars du chantier, on avait une benne. On ramène chacun un stylo, un cahier, un crayon, tout ce qu'on veut, on met dedans. Une fois construit l'école, mais on a de la fourniture qu'on laisse directement. Et nous l'avons fait. Moi, l'idée m'est venue, c'est quand j'ai ramené les miennes fournitures que je mets dans la benne, pour dire, j'aurais pu les emmener chez moi. Mon engagement a commencé là. Je crois que le micro fonctionne très bien. Du coup, pour ce qui est de mon engagement, j'ai débuté depuis les Comores. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un engagement local. Parce que moi, comme vous le savez, peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas assez. Moi, je viens de la ville de Mitsameoli. Du coup, moi, j'ai commencé mon engagement là-bas. J'ai milité déjà localement. J'ai travaillé avec une association très connue au niveau mondial. Ils ont leur siège dans la ville de Saint-Louis, dans l'état de Missouri, aux États-Unis. Donc, c'est une organisation internationale très connue qui s'appelle la Jeune Chambre internationale des Comores. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous avez déjà entendu parler. Donc, après, comme j'ai voulu aller plus loin dans mes engagements, je voulais imposer aussi mon leadership. Je me suis imposé, j'étais président local dans la capitale de Moroni. Voilà. Donc, j'ai sorti de la capitale de Moroni et ensuite, je suis devenu président national. Malheureusement, j'ai hérité d'un conflit entre les trois entités, à savoir l'entité de Moïse et l'entité d'Anjouan, où j'étais vraiment, je me suis imposé. À la suite, ça m'a vraiment donné quelque chose de positif, parce que quand je suis revenu ici en France, du coup, j'ai trouvé un métier dans la médiation sociale. Donc, je me suis imposé en tant que médiateur social, donc médiateur de la paix entre les trois organisations locales. J'étais obligé de gérer ce conflit, mais ça m'a vraiment donné de l'inspiration. Ça m'a permis d'avoir les épaules larges, d'assumer des responsabilités. Et ensuite, je suis parti au Maroc. J'ai fait mes études pour quelques années. Là aussi, j'étais secrétaire général local pour l'association qui est très connue aussi au Maroc pour les étudiants marocains. J'étais du coup secrétaire général au niveau de Marrakech, à la ville de Marrakech.
Nous avons monsieur le consul qui est là, donc du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir vous rencontrer. Ensuite, quand je suis arrivé en France, j'ai repris les études comme tout le monde. J'ai connu des amis. Avant je les connaissais pas, mais après ils vont devenir mes amis. J'ai connu Mohamed Alani qui est juste à côté. Je les ai connus en 2016. L'association, le mouvement a été créé en 2016. Donc, quand je suis arrivé, c'était le bon moment parce que moi, je suis arrivé en 2015. Donc, tout de suite après, j'ai commencé à les suivre. J'ai participé pour la première fois à l'AG en 2017. Mon engagement a été, voilà, et j'étais toujours derrière. J'ai jamais voulu prendre des responsabilités parce que je voulais les observer, voir comment je peux les aider, de quelle manière je peux les accompagner, etc. Donc voilà, c'est de là où j'ai vraiment eu ma fibre, l'infissa de mon engagement associatif. Merci. Moi, de ma part, je dirais que c'était inné. Je n'ai pas choisi d'être engagée dans le milieu associatif. Parce que, en effet, je suis née dans une famille où tout le monde est impliqué, mes frères, mes parents, que ça soit dans le milieu sportif, que ça soit dans l'éducation, le quartier. Et du coup, quand j'ai vu tout ça autour de moi, je me suis automatiquement engagée. Je voulais faire comme eux et faire des choses qui seraient importantes et qui seraient et réaliser des projets dans mon village. Et par la suite, j'ai été tout le temps dans les coopératifs à l'école. J'étais toujours membre actif des coopératifs partout où j'allais à l'école. Et par la suite, on me sollicitait beaucoup dans les associations aux Comores. Parce qu'à chaque fois qu'on avait un projet ou on voulait réaliser un projet aux Comores, on me sollicitait parce que j'étais vraiment engagée. Je me disais quand il y a un projet, je devais tout le temps tout donner pour que ça aboutisse. Et voilà, je suis arrivée en France. J'étais d'abord à Lyon. Je suis directement partie travailler avec l'association comorienne de N'Djaïzi qui est à Lyon. Et quand je suis arrivée ici à Paris il y a 2 ans, j'ai trouvé qu'il y avait Nafissa qui travaillait dans l'association comorienne de N'Djaïzi. Et comme on se connaissait, automatiquement avec mon engagement et comme j'aime bien travailler dans le milieu associatif, je me suis engagée aussi à travailler avec elle. Alors, pour ma part, moi, ça a débuté à l'université. Parce que je faisais une licence qui ne me plaisait pas énormément. J'ai fait une licence AES, sauf que ce n'était pas forcément la filière qui me plaisait. Et donc, il y avait l'association AFEV qui fait de l'accompagnement pour les enfants. Donc, c'est là que j'ai commencé mon engagement associatif. Par la suite, dans ma famille aussi, ils sont beaucoup engagés, que ce soit dans le village, dans la région, un peu partout ailleurs. J'ai une de mes tantes qui a voulu créer son association, ACOD. Donc, j'ai participé à sa création, j'étais membre de l'administration. Sauf que entre-temps, j'ai déménagé pour mes études, je n'étais pas très stable, donc j'ai dû faire une pause dans le monde associatif. Et lorsque je suis revenue de façon en alternance sur Paris, j'ai fait part mon envie de retourner dans le monde associatif, mais je ne savais pas travailler avec quelle association. Donc j'ai parlé avec un de mes collègues qui est le président de l'association Cœur Blanc, qui m'a dit écoute, par rapport à ton profil, à ce que tu me dis, je vois que tu es une personne qui veut accompagner les gens, qui veut les venir en aide. Je te propose d'adhérer à mon association. Et par la suite, ça s'est fait comme ça. Et ça va faire maintenant presque 2 ans que je suis chez Cœur Blanc. Donc ça commence souvent à l'école, des fois même dans la famille. Donc nous, en tant que chef de famille,
tantes, oncles, on a aussi notre part pour essayer d'insuffler cette fibre de l'engagement. Par rapport à vos expériences, à chacun, vous avez des rôles différents dans vos structures respectives. Il y en a qui sont plus sur le terrain, il y en a qui sont plus dans l'administratif, peut-être d'autres dans la technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez dans votre structure? Quel est votre rôle à chacun? Le mien officiel, c'est secrétaire général de l'association. J'espère que tu le remplis bien. Mon président est tout au fond, il peut en témoigner, dire le contraire. Mais heureusement qu'on peut faire autre chose. Et je pense que c'est ce qu'on manque aussi, puisqu'on est vraiment dans la thématique de l'intérêt de l'engagement citoyen des jeunes. On peut pleinement poser la question que dans l'association, au sein de l'association, il y a plusieurs compétences qui peuvent se développer. Je peux contourner ta question, Nafissa, pour dire que moi, ce qui m'a le plus plu, ce n'est pas ce que je sais faire, parce que le projet a porté, parce que l'association a porté un projet d'aller construire une école et que je suis ingénieur BTP et que j'ai des compétences à faire valoir et que je peux venir me dire, bon, j'ai fait ça, honnêtement, ça m'a pas intéressé parce que ça, je le fais à longueur d'année et je suis payé pour ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller apprendre autre chose que l'école ne m'a pas apprise, que la rue même ne m'a pas apprise. C'est apprendre quoi? C'est apprendre déjà à animer une réunion. Je ne savais pas comment le faire, ça. Ça, je l'ai pris dans l'association, dans une association, dans Rasmi. À m'améliorer, ou rédiger, ou pondre des écrits professionnels qui ne sont pas indigestes. Ça, je l'ai appris dans le tissu associatif. Et je l'ai appris avec des gens qui ont, eux, acquis une certaine expérience et qui ne savaient pas non plus qu'ils transmettaient, mais qui me prenaient comme étant l'appui technique qui vient compléter un projet, alors que j'étais là pour développer d'autres compétences. Et je pense que c'est ce qui nous ramène, pour revenir à la question maintenant, à ne pas se limiter à un rôle dans une association, mais à se déployer pour l'objectif final. Donc, le principal rôle du secrétaire, c'est l'animation, de manière générale. Ce n'est pas un rédacteur, hein, c'est un moteur dans l'association. Donc, on y est. Mais il y a aussi à aller chercher des profils. Moi, j'ai un copain de ma promotion que je vois en lui des compétences qu'il pouvait apporter dans l'association, que j'ai essayé à plusieurs reprises de l'appeler. Toujours dit non, jamais découragé, et qu'aujourd'hui, il est revenu avec nous. Il nous a rejoints et il nous aide. Je ne vais pas le balancer parce que sa grande sœur est au fond aussi à gauche. Mais il est venu avec nous et il travaille avec nous. Et ça, au fait, c'est quand vous êtes dedans, vous touchez à tout dans l'association, vous savez qui vous devez aller chercher pour venir vous compléter. Et c'est notre travail de tous les jours pour que le projet associatif soit viable. Sinon, ça sera comme beaucoup d'associations, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, elle est en sommeil, elle va se relever occasionnellement, et peut-être même qu'elle va disparaître. Donc pour répondre très exactement, oui, j'ai un rôle de secrétaire général, mais j'ai un rôle, bon, accessoirement, au sein de l'association RASMI, on a une commission dite appelée Commission nationale de projet, qui a pour objet de, une fois que les projets sont statués, puisque je ne l'ai pas assez détaillé, puisque ça n'a pas été très demandé, l'organisation de l'association, c'est un rayonnement national, il y a des sections locales, il y a des AG locales qui se font, donc il y a un bureau national exécutif, et il y a le congrès. Le congrès, c'est l'instance la plus haute de l'association, c'est là où l'orientation va être définie, où les projets qui vont être reportés dans la mandature vont être décidés. Et ben, c'est à ce moment-là que la commission nationale de projet va se mettre au travail pour rédiger des projets, pour les déposer pour des demandes de subvention, pour suivre, pour piloter le projet jusqu'à son terme. Et ça, on a des capacités, mais on n'en a pas forcément les compétences. Les compétences, on les a quand on les pratique en collectivité et qu'on apprend les uns des autres. Et c'est ce qui est pour moi le plus intéressant dans cet engagement associatif.
Est-ce que tu peux répéter la question parce que du coup... La question c'était quel est ton rôle dans l'association? Qu'est-ce que tu fais dans l'asso? Parce que nos jeunes, ou même les gens, ont parfois une idée préconçue de ce que c'est de travailler dans une association, alors qu'en vrai, il y a une diversité des activités, une diversité des tâches. Il y a les gens de terrain, il y a les gens de bureau, il y a les gens du relationnel. Comment toi tu te positionnes dans ton association? Je dirais tout simplement, je joue le rôle de fédérateur. En fait, moi des fois on reçoit, je donne un exemple très simple parce que moi c'est dans les exemples que ça permet vraiment de comprendre la situation des étudiants comoriens, parce que là j'en profite parce qu'il y a des autorités comoriennes ici. Hein? Profites-en. Voilà. Donc du coup les étudiants arrivent malheureusement au moment où les rentrées universitaires ont déjà commencé. En gros, ils se retrouvent bloqués dans des situations vraiment très très compliquées. Heureusement, j'ai une équipe très dynamique, j'apprécie énormément, que je respecte, je ne sais pas de louer leur dynamisme. On se met là récemment, j'ai monté une cellule d'urgence parce qu'il fallait trouver des solutions à l'immédiat. Donc du coup, j'ai monté cette cellule. On a pu quand même, voilà, toutes les demandes sont mises dans une espèce, on a créé une espèce de compte WhatsApp où tout le monde venait, oh, moi j'ai tel problème. Donc du coup, on s'est démerdé tant bien que mal pour trouver des places dans des écoles, dans l'université. On avait, il y a quelques années avant, c'était un travail qui a été fait, comme je l'ai dit, par mes prédécesseurs, Mohamed Dalani, Laïci Mohamed et Souleymana, qui sont restés à Lyon. Donc ils ont fait un formidable travail, ils avaient pu nouer des relations avec l'université de Lyon. Donc on arrivait à trouver aux étudiants nouvellement arrivés en France des places avec des appellations auditeurs libres. Je ne sais pas si parmi vous vous en souvenez. Du coup, voilà, ils assistaient au moins pour qu'ils puissent, parce que moi, j'ai toujours dit aux étudiantes, aux étudiants que je les accompagne, que, en fait, le plus important ici, c'est le titre de séjour. Il faut être régularisé. C'est vraiment primordial. Si vous n'êtes pas régularisé, vous aurez des problèmes. Parce que si vous n'êtes pas reconnu par l'État, donc en gros, vous serez dans une situation chaotique. Donc j'ai toujours œuvré à faire en sorte à ce que les étudiantes et les étudiants puissent avoir leur titre de séjour. Donc c'est la raison pour laquelle on fait en sorte que voilà, ils puissent avoir leur titre de séjour. Donc on passait par cette voie-là, auditeurs libres, où des fois on arrivait à les placer dans des universités où ils avaient besoin. Cette année on a fait vraiment encore un record que je suis très fier de moi. Je peux le dire, je suis très fier de moi. On avait à peu près 5 demandes. Après, Mohamed Alain peut me rappeler, hein, 5 ou 6 en plus, je pense. Ouais. Donc en tout cas, celles et ceux qu'on a pu les accompagner, on a réussi à les placer dans les universités, les différentes écoles. On accompagne aussi, il n'y a pas que ça, dans les recherches de logement, ce qui est encore très, très difficile. D'ailleurs, la raison pour laquelle on s'était attaché avec d'autres, on a adhéré à d'autres structures comme le Forum, justement pour, j'étais en contact avec votre collègue qui est sur Lyon. On a discuté de ce sujet-là concernant les problèmes d'hébergement. Et du coup, on est en train. J'ai commencé un projet. Je l'ai pas présenté au président local, mais j'ai compté justement le président du COSIM présenter ce projet-là qui me tient à cœur pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que c'est vraiment pas que les étudiants comoriens, tous les étudiants issus de l'immigration, ils sont vraiment dans une situation très très difficile en France,
qu'il s'assoit le logement, même pour leur démarche administrative, c'est vraiment très, ça fait de la peine quand on voit le nombre d'étudiants qui font la queue ou qui demandent de l'aide juste pour renouveler leur titre de séjour. Voilà. Moi, mon rôle dans les associations, comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment dans l'administratif, donc je n'occupe pas un poste précis, mais je suis engagée à aider. Donc je suis plus sur le terrain, à sensibiliser, à vouloir aller jusqu'au bout du projet. Et je n'occupe pas vraiment un poste vraiment précis, donc je peux être secrétaire, je peux donner je peux prendre des décisions. Je peux aller sur le terrain. L'important pour moi et mon objectif, c'est de vraiment que le projet il soit finalisé et qu'on soit satisfait de notre travail. Alors pour ma part, donc moi comme je l'ai dit au tout début, je suis membre dans le pôle administration. Je suis en appui avec le président. Je suis plus voilà, derrière le bureau, derrière l'ordinateur, c'est ça qui me plaît généralement. Je suis pas trop sur le terrain, donc je vais être plutôt là pour faire le rapport d'activité, donner des idées pour aussi refouler nos caisses, voir comment on peut être un petit peu plus visible pour avoir un peu plus de subventions et autres. Après, je participe de temps en temps à des maraudes, voilà, pour être sur le terrain, pour voir à quoi ça ressemble. Car on mène des maraudes auprès de primo-arrivants, des étudiants, dans des foyers, dans des hébergements d'urgence. Par moment, nous avons des villes qui nous appellent car il y a eu une catastrophe. Je repense par exemple l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, à l'île Saint-Denis, quand il y a eu l'incendie. Donc là, les familles se sont retrouvées dans un gymnase sans rien. Donc là, on a dû intervenir rapidement, trouver des cols alimentaires, confectionner des plats et autres. Donc voilà un peu ce que je fais. Après, je ne l'ai pas dit, Nafissa, mais je suis aussi dans l'association ASEOD de Intindi. Et là, je suis beaucoup plus sur le terrain. Contrairement à Cœur Blanc, où je suis derrière l'ordinateur, là, je vais beaucoup plus participer au forum organisé par la mairie, donc tenir un stand, accueillir le public, servir le repas et autres. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de la place pour tous les profils, pour tous les jeunes. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétence ou une appétence particulière pour pouvoir être utile dans le monde associatif. Vous avez commencé à en parler. Travailler ou participer dans les projets associatifs, ça vous apporte quelque chose, ça fait une plus-value. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de ce que ça a pu vous apporter? Tout à l'heure, Lydie, tu parlais de développer des compétences. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Je vais commencer par donner un exemple très concret dans ma vie professionnelle où, comme manager, je devais embaucher il y a 2 ans un ingénieur pour piloter un projet avec la ville de Paris. Les CV triés aux ressources humaines, il y en a 2 qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Tous les 2 diplômés d'une grande école d'ingé de bâtiment, et tous les 2 le même âge, et tous les 2 de la même année de formation, de promotion. Le choix se faisait sur le dernier carré qu'on met sur le CV, voici le centre d'intérêt. Il y en avait un qui avait la fibre sociale. Il était pompier volontaire, membre du SPOUS, réserviste de l'armée de terre, un passage chez Ingénieurs sans frontières, mais lui, c'est un professionnel sans le savoir. Et on s'est vraiment dirigé vers lui. Si on s'arrêtait au diplôme et aux expériences purement professionnelles de leur stage, de leur période d'alternance, on ne saurait pas les départager. On les a partagés pour cela. Donc le premier avantage, sans que j'ai pu s'en tirer pour moi de ce bénéfice-là, mais il est là en fait. Il est le fait que un recruteur, il sait bien faire la différence par notre engagement au-delà de notre profession de tous les jours. Pour ma part, puisqu'on est là pour
comme conférencier. Moi, j'ai su tard que j'ai développé des compétences dans une association, pour tout vous dire. Je l'ai su tard, et encore une fois, quand je l'ai su par mon métier, parce que j'exerce. Je l'ai su quand je fais des entretiens d'évaluation annuelle et que Désolé. Si. Bonjour, monsieur le gouverneur. Donc je disais que on en développe tellement de compétences que des fois on ne se rend pas compte parce que ça passe inaperçu. Mais on ne peut pas, je dis qu'on ne peut pas passer du temps dans une structure associative qui a des projets et qui est en fonction et qui est plein engagé et puis dire qu'au final on n'y a rien appris. Moi, mes exemples très précis, c'est quand j'ai commencé à travailler, je rénovais, j'étais ce qu'on appelle dans la rénovation sociale. C'est un projet, c'est des projets qui étaient initiés depuis les années de 2005. Il fallait réhabiliter les territoires sensibles avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et j'étais dans un quartier qui s'appelle Les Bosquets, à Montfermeil, l'avenue Paul Cézanne, où j'ai réhabilité 5 bâtiments, près de 300 logements. Et ben, c'était une réhabilitation en site occupé, donc il fallait rentrer, expliquer aux locataires qui sont là pendant qu'on fait les travaux qu'est-ce qu'on va faire et comment s'y prendre, et qui ne sont pas du tout exposés au danger. Moi, ça m'est arrivé à maintes reprises de passer à côté d'une famille et de voir des enfants qui sont là pour faire des exercices, qui ont du mal, et de m'arrêter pour les aider dans leur exercice, pour leur donner un coup de main. Si cela apprend ou nous apprend à être encore plus solidaires, il nous apprend encore plus à mieux regarder l'autre. Donc on a un regard différent quand on est dans l'association, tourné vers la société, que quand on se lève le matin pour dire j'ai gagné ma journée, je suis rentré, puis ça s'est arrêté là. Le second, il est purement technique, c'est tout technique. On est dans une réunion, dans une association, on s'écoute tout le monde parler, on échange, on apprend forcément. Moi, des fois, je me suis demandé, est-ce que l'aisance que j'ai ou que je peux avoir en m'exprimant devant un public, en m'exprimant à l'oral, d'où est-ce que j'ai pu le trouver? Je l'ai trouvé dans l'association. Ça ne peut être que dans l'association que j'ai développé ces aspects-là. Mais on ne sait pas prendre ce recul-là parce qu'on prend l'assaut comme le passe-temps, le temps libre. Et ça c'est vrai, c'est du temps libre. Le plus embêtant, c'est quand on le prend pour une corvée, pour ce qui je ne voudrais pas faire, mais que je suis obligé de le faire. Donc tous ces éléments-là qu'on apprend dans une association, tout ce qu'on est dans l'association, on l'est forcément dans la voie professionnelle. Et moi, je vais finir par juste une anecdote. Hein. J'ai travaillé dans la commission nationale de projet de RASMI avec Papa Abdouissa qui n'est pas là, et Assiata Ngoum. Ces deux générations, en fait, ce sont mes aînés. J'aurais pu être leur enfant. Eh ben, pendant toute la durée qu'on travaillait ensemble pour rédiger des projets, pour les déposer au Forum, pour les déposer au PFCC, pour les déposer à l'ONG La Guide, pour les déposer au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qu'ils ont tous accompagné dans ce projet de validation de l'école Magasin, eh ben, mais pas une seule fois, ils se sont adressés à moi en me disant « Mon enfant, il faut que tu fasses ça. » Mais on se partage le travail, voilà ton travail, voilà le nôtre. En fait, on a travaillé d'égal à égal. Pour les gens dans la vie, dans la rue, je leur ai dit « Kozi, Samahani », et on a travaillé d'égal à égal. Et ça, c'est quelque chose qui vous apprend vous-même dans votre condition. Donc, comorien, je peux rajouter, hein, puisqu'on n'a pas cette mentalité-là. En fait, ça nous grandit. Ils m'ont élevé, et ils m'ont élevé avec eux pour dire, voilà, maintenant, tu es comme nous,
Nous sommes égaux. J'ai beau être ton père, ou j'ai beau être ta mère, mais là, nous sommes égaux, nous travaillons ensemble. Et cette mentalité-là, on s'écoute, nous, Comoriens, quand on parle, en public ou partout, on voit des vidéos dans les réseaux sociaux, on commence toujours par s'excuser. Avant même de dire, ok, bon, je m'excuse si, mais non, on n'a pas à s'excuser. On échange calmement, clairement, on exprime notre point de vue. Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Je vais vous donner tant d'autres. Hein. Je vais vous laisser la parole jusqu'à demain. Du coup, en parlant de compétences, je pense que j'ai un premier cas d'école qui est la Jean Chambre. J'ai énormément appris pas mal de choses. Parce que pour devenir président de la Jeune Chambre, il faut vraiment des étapes. Il faut déjà, on a un concours qui s'appelle le concours d'art oratoire, qui est très connu. Après, maintenant, c'est mondialisé. Donc, du coup, il faut apprendre à parler devant les gens. Il faut, voilà. Déjà, moi, jusqu'aujourd'hui, j'apprends à parler aux gens. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Ensuite, il y a des formations, des sessions de formation pour monter en compétences. Il faut avoir une formation de leadership. Il faut avoir une formation de gestion de projet. Voilà. Il faut aussi une formation de gestion d'organisation. Avoir organisé un groupe, comment donner les responsabilités. Parce que quand on est dans les associations, on vous dit secrétaire général, on se contente à dire, bon, secrétaire général, c'est de rédiger des rapports et tout. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à faire derrière. Donc, j'apprends à personne. Je suis pas un connaisseur. Mais, ce qui est sûr et certain, dans cette expérience de Jeune Chambre, j'ai vu pas mal de responsables venant d'ailleurs, du monde entier. Ça m'a appris, j'ai appris à parler devant les gens, j'ai appris à connaître pas mal de choses. Là, je vous ai parlé de la médiation que j'ai eue avec les entités locales, les organisations locales, pardon. Et je peux vous rassurer que quand je suis arrivé en France, le métier que j'ai exercé en tant que médiateur social, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'avais derrière moi un background qui m'a permis de rebondir. Et tout ce que je fais au quotidien, en fait, j'apprends. Hier, j'avais une réunion qui était d'ailleurs, ça m'a fait rappeler à quelque chose que j'ai appris aussi. J'ai entendu monsieur le gouverneur, il a parlé du GAR, la gare, gestion axée sur les résultats. Ça fait partie des formations que j'ai eues quand j'étais à la Jeune Chambre. Et ça, malheureusement, il y a pas mal de jeunes de notre génération qui ne savent pas ce que c'est GAR, gestion axée sur les résultats. Donc ça montre vraiment que, en fait, au-delà de ce que nous faisons au quotidien, moi je dis tout à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes proches, je leur dis, à chaque fois je leur dis, ce que vous faites au quotidien, que vous dites que c'est du bénévolat, ça sert à rien et tout, non, ça sert à quelque chose. Parce que moi, le fait que je sois aujourd'hui, je peux parler à tout le monde, à toutes les générations. Je sais comment les parler. Comment temporiser ça, c'est une formation déjà. C'est une formation. C'est des compétences. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a des gens que j'ai connus auparavant qui avaient, ils ont des gros diplômes, ils ont des ingénieurs comme il dit, qui est juste à côté de moi, mais qui ne savent pas parler. C'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous serez capable de parler devant les gens. Ça ne veut rien dire. Mais le fait de côtoyer les gens au quotidien, de les voir, de parler avec eux, ça vous permet en fait de pouvoir avoir l'étoffe, de voir une espèce de carapace qui vous permet en fait de tenir tête à des gens, à même des hautes responsabilités, des politiques, pouvoir le parler avec une certaine aisance.
Donc je pense que les compétences, on apprend. Et moi, j'en profite parce que j'en ai des amis qui sont ici, qui sont souvent, qui s'engagent pas dans les mouvements associatifs. Je leur convie à s'engager davantage. C'est super important et ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on finira pas la journée. Excusez-moi. Pour moi, l'association, l'engagement associatif, ce qu'il m'a apporté, tout d'abord, c'est de l'épanouissement, parce que comme Monsieur Idi l'a dit tout à l'heure, l'engagement associatif est devenu maintenant comme une passion. Maintenant, je suis étudiante, je travaille, mais de l'autre côté, je vais aller travailler avec des gens que je connais, que je vais côtoyer, que je vais me sentir en famille, alors que ce ne sont pas forcément des personnes qui sont de ma famille, mais qui me laissent partager les mêmes idées, qui me laissent parler comme je veux. Et maintenant, je peux dire que l'engagement associatif est devenu est comme une passion maintenant. Et donc, ça m'apporte de l'épanouissement. Deuxièmement, l'engagement m'apporte ce qu'on appelle... je prends confiance en moi parce que, par exemple, là, on va travailler sur un projet et quand je vois que le projet il est abouti et qu'on a de bons résultats, je vais prendre confiance en moi et donc derrière, sur mes projets personnels, je vais encore prendre confiance et me dire que si j'ai arrivé avec 2-3 personnes à réaliser ce projet-là, personnellement, je peux réaliser mes projets personnels. Et en troisième lieu, ça m'a apporté, comment on appelle ça, ça m'a élargi mon réseau professionnel. Maintenant, par exemple, que je connais Nafissa, je sais que Nafissa, derrière elle connaît, elle connaît de tas de personnes et de tas de profils que moi je connais pas. Et si demain, par exemple, je suis en fin de cursus scolaire et que je suis à la recherche d'un stage ou que je voudrais une insertion professionnelle, j'hésiterai pas à contacter directement Nafissa pour lui dire que voilà, je suis dans tel domaine, je voudrais un stage ou je voudrais un travail, et elle saura qui m'a envoyé et qui me proposait pour cette partie-là. Et donc, ça a élargi mon réseau professionnel dans ce coup-là. Merci beaucoup. Tout a été dit pratiquement. Je vais faire que répéter. Moi, ça m'a permis de quitter ma zone de confort, de surmonter des petites choses. Par exemple, vraiment, je suis timide. Pourtant, aujourd'hui, je me tiens devant vous et je parle. Chose que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années. Ça m'a permis aussi d'avoir un nouveau regard sur la société. Comme je le disais, avec les maraudes, on est un peu plus proche des personnes très fragiles. On ne se rend pas compte puisqu'on les voit dans la rue, ça fait limite partie du décor. On ne fait plus attention à eux. Et le fait d'être dans une association où justement on doit prêter plus attention à ces personnes-là fait que j'ouvre un peu plus mes yeux. On se rend compte qu'il y a cette réalité-là. On se dit... en fait, ils sont humains comme nous, ils ont fait des études comme nous, ils avaient une belle vie avant d'arriver en France et pourtant aujourd'hui ils se retrouvent à la rue. Ils ont l'État français parce que nous on a ces privilèges-là, la carte vitale, le droit au travail, le droit de formation et d'autres. Et donc ces personnes-là n'ont pas du tout le droit. Donc ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur la société. En termes de compétences, les compétences que j'ai acquises avec mon travail, au cours de mes études, j'ai pu les transvaser aussi dans l'engagement associatif et inversement. Comme le disait ma collègue, c'est que aujourd'hui, je suis capable de prendre des contacts, de demander, viens, on échange la carte de visite, ça peut être intéressant de travailler. Je connais quelqu'un qui peut faire ça, qui peut t'aider dans ton domaine.
et inversement. Alors qu'avant, on est plutôt dans cette zone de confort où on s'appuie sur nos proches, on ne va pas forcément au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, le milieu associatif, c'est une très bonne école où on peut acquérir pas mal de compétences qui sont transposables dans sa vie personnelle en tant qu'individu, mais dans sa vie professionnelle aussi. Je sais que vous avez des questions à poser aux panélistes, mais je vous propose de les garder et de les poser une fois que la table ronde sera terminée. Pour poursuivre, pendant les échanges préparatoires qu'on a effectués avec les panélistes, il y a eu quelquefois un sentiment de découragement, que l'engagement avait des freins, qu'il y avait des limites, il y a des choses qui empêchent les jeunes de s'engager. De votre point de vue, quels sont les freins que vous avez pu identifier dans votre pratique qui limitent un petit peu la participation des jeunes dans la vie associative? Je vais peut-être recommencer de ce côté, les filles, les limites, les freins. Alors, pour ma part, un des freins, c'était la mobilité. Durant mes études, donc je n'étais pas du tout fixe, je ne pouvais pas forcément m'engager dans l'association. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais membre du bureau de l'association ASEOD, qui est à Paris. Et à ce moment-là, j'étais sur Paris. Donc ça me permettait d'assister aux réunions, de faire des démarches administratives et autres. Et lorsque j'ai déménagé en Bretagne, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai atterrissé dans une nouvelle ville, il fallait que je me fasse des contacts, il y a des études, faut se concentrer parce qu'on n'a pas quitté la maison pour rien, faut revenir avec le diplôme. Donc ça a été un gros frein, donc j'ai dû faire une pause avant de me dire je peux reprendre l'engagement associatif. Pour ma part, les limites que j'ai rencontrées, c'est comme je travaille avec des associations comoriennes et plus précisément au village, les projets sont souvent vont se concentrer juste que pour les personnes de mon village. Et les limites que je trouve qui me freinent un peu, c'est par exemple la manque d'implication des autres parents, des autres personnes. Moi, je me dis, je suis là pour aider nos petits frères et nos petites sœurs. Et derrière, il y a les parents ou bien les personnes de mon âge, ou bien des personnes qui ne me connaissent pas, qui osent critiquer, qui osent donner des jugements, qui osent te dire vas-y, elle se prend pour une telle personne, et qui vont pas s'impliquer alors que c'est un devoir à nous tous. Alors que je trouve que le projet il est intéressant, que ça pourrait aider plusieurs personnes, mais voilà, ces personnes qui ont les mauvaises intentions comme ça, ce sont les personnes qui me découragent le plus, et des fois je me demande mais qu'est-ce que je fais là, si y a un proche ou bien quelqu'un de mon âge qui ne trouve pas que le projet il est intéressant mais qui ose critiquer ou bien donner des mauvaises idées ou bien aller juger, aller se dire que je ne sers à rien ou des trucs comme ça. C'est ça qui me décourage dans mon implication et mon engagement. Est-ce que je peux répondre? Oui, alors par rapport à ce qu'elle a dit, je partage totalement ce ressenti-là, car avec l'association Cœur Blanc, on veut mener un projet aux Comores. Donc l'année dernière, j'ai fait de la prospection, je me suis renseignée auprès des jeunes du village, et là on m'a dit, écoute Ayrazad, si on veut faire un projet, il vaut mieux qu'on le passe en cachette. Il vaut mieux ne pas en parler aux adultes, aux parents, aux notables du village, parce que sinon ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Je me dis pourquoi? Pourtant ça peut être très intéressant pour le village, c'était dans le but de rénover une école, donc c'est encore mieux.
Oui, mais tu connais pas forcément bien la culture comorienne, comment on vit ici aux Comores, mais les parents, dès qu'il y a un peu d'argent, ça y est, c'est fini. Ils mettent leur nez, ils mettent les bâtons dans les roues et le projet ne se fait pas. Voilà. Moi, je pense qu'on a tous quelque part eu ce problème de désengagement. Je parle de mon cas associatif. On a une association, comme vous le savez, de jeunes et étudiants. Donc forcément, quand les étudiants ont fini leurs études, il y en a certains qui partent, il y en a certains qui veulent rester. Alors, comment j'ai hérité de l'association? Je me suis posé la même question, comme tout le monde. Je me suis dit pourquoi il n'y a pas... Quand je suis arrivé, il y avait une centaine de jeunes étudiants qui étaient engagés dans l'association. Et j'ai constaté au fil du temps qu'il y avait un désengagement. Je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait que... Voilà, ça c'est... L'association constitue aujourd'hui un outil pour aller, plaider à nos causes, différentes causes dans les différentes structures, que ce soit administratives ou associatives. Donc, je me suis rappelé qu'à chaque fois quand on fait quelque chose, il faut faire un diag. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai initié un diag, diagnostic, pour savoir pourquoi il y a autant de désistements, pourquoi il y a autant de jeunes qui sont partis. S'il y en a même, je vais donner un exemple très concret. J'avais à un moment donné hébergé chez moi un étudiant qui était venu, on m'a appelé au téléphone, Junaid, viens, il y a un jeune qui va dormir à la gare de Perrache, il faut que tu trouves une solution et tout. Du coup, je me suis déplacé, je l'ai pris, on l'a hébergé chez moi. Mais depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait? Attendez, on est là, on essaie des étudiants, on essaie de les aider. On a fait ce qu'on pouvait. Comment ça se fait qu'un jeune comme ça, qui vient, qui trouve une structure, qui a trouvé de l'entraide, qui a trouvé de l'empathie, il peut de jour au lendemain partir comme ça soudainement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai initié le diagnostic. Parce que moi, je me suis dit, quand je faisais le projet avec le projet de plantation d'arbres pour protéger la zone, j'étais pas seul, mais à l'époque, c'était avec le feu Dr Mouichi, qui était vraiment un fervent environnementaliste, et à son âme. Il avait initié ce projet, donc nous, le Jeune Chambre aussi, on était là-dedans, pour planter des arbres tout au long sur la zone côtière de Mitsamioli. On avait planté des arbres pour protéger contre la montée des eaux. Du coup, j'ai appris avec les outils comment faire un suivi de projet, comment faire un diagnostic, et tout ça. Donc, on a initié le diagnostic justement pour recueillir des informations. Et là-dessus, sur le résultat du diagnostic, on a un certain nombre on a établi une arborescence à problème et on voit vraiment l'acheminement de ces étudiants qu'on les accompagne. Du début jusqu'à la fin, on voit le type de profil qu'on a, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et pourquoi ils sont partis. Sans qu'ils le disent, parce qu'ils disent c'est les données qui parlent, c'est pas eux qui parlent, c'est les données qui parlent. Donc à partir de ces données, la lecture des données nous permet de comprendre en fait pourquoi les jeunes et les étudiants ne sont pas forcément vraiment à fond pour tout ce qui est engagement associatif. Donc ça, et là-dessus, donc d'ailleurs j'avais eu un petit échange avec Nafissa qui était super intéressant. Je pense que il faudrait que les associations, d'une manière générale, je ne parle pas des associations comoriennes tout simplement, il faudrait que dans nos logiciels, la collecte des données, il faudrait qu'on tienne compte de ça. Moi, c'est ma raison d'être. Moi, je me dis, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, en fait, il faut qu'à chaque fois qu'on
qu'on fait un projet, il faut qu'on collecte les données. Il faut qu'on sache, il faut recueillir les informations auprès de destinataires. Si on n'a pas ces données-là, on sait pas, on ne saura pas quoi faire après. Parce que vous allez faire, on va certainement faire des projets, comme on en a vécu des projets aux Comores, qui étaient censés destiner à la population, mais au final, c'est pas des projets parce que il n'y a pas de preneur, il n'y a personne qui suit ces projets-là après. On fait des projets, mais au bout de 1 an, 2 ans, le projet qui a été réalisé, il n'y a personne pour faire le suivi. Donc, il faudrait que, et souvent, c'est ce qui arrive dans nos associations. On fait ça, on dit que, bah voilà, on s'engage à faire quelque chose. Au bout de 2 ans, 3 ans, les gens se sont désengagés, on se demande pas, on se pose pas la question pourquoi ces gens-là sont partis. Et ça, c'est super important. Et donc, à partir de cette enquête que j'ai réalisée, ça va me permettre, en fait, de comprendre demain comment faire pour le relancer et comment faire aussi, faire en sorte de garder celles et ceux qui sont déjà engagés dans l'association. Pour ma part, les freins que j'ai pu rencontrer dans mon engagement associatif, c'était vraiment nos freins, ils étaient collectifs. Parce que c'est dans l'association, ça ne peut pas être personnel, ça se partage. Mais je voudrais revenir au tout début, depuis l'intervention de Bakar Swali, qui disait, en tout cas qui plaidait pour que les jeunes d'ici restent le pont, enfin demeurent le pont entre nos deux pays, entre la France et les Comores. Et à toi, Nafissa, qui nous questionnait tout le temps, qu'il y avait plusieurs jeunesses. Les freins, si je veux répondre d'une manière générale, sont aussi géographiques, et encore plus souvent culturels. Géographiques parce que nous œuvrons pour ici et pour là-bas, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Culturels, sans aucun doute. Ces freins-là appellent à un autre modèle que je pense qu'on doit tous questionner, les aînés qui sont là, je veux dire, qu'on doit tous questionner le modèle associatif comorien. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à ses limites? Est-ce qu'il ne faut pas le rénover? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut rester avec ce principe de dire nous concevons, nous pilotons et nous appelons d'autres pour en venir bénéficier? Ça ne devrait pas être comme ça. Pour moi, c'est comme ça qu'on en perd des jeunes. C'est le frein de la jeunesse commence par là. C'est pour dire ce n'est pas pour moi. Mais si lui, il vient concevoir pour le mettre en place, c'est pour moi ce qui peut l'intéresser, puisqu'il fera d'abord ce qui l'intéresse lui, il en fera son REX, son retour d'expérience, et puis il en apprendra pour en corriger le tir pour après. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on projette, ou pour aller l'exécuter là-bas, ou pour le faire ici, et encore plus là-bas qu'ici, ça appelle à plus de la pédagogie, à expliquer à nos compères qui sont sur place, mais voyez-vous, on a la montée de la mer, peut-être le plastique, vous le savez très bien, il n'est pas à jeter là, il faut... Mais c'est à chaque fois de la pédagogie, puisqu'il y a un fossé culturel entre nous deux. Moi, je suis né là-bas, je suis venu ici pour faire des études supérieures, je l'ai dit tout à l'heure, mais si je me résume aujourd'hui, j'ai passé plus d'années en France qu'au Comores. Mais bon. C'est dire que j'ai encore j'ai encore développé des outils et développé une culture qui n'est pas celle que j'avais au départ. Et donc, du coup, je peux tenir un discours ou échanger sur un sujet avec, je n'irai pas loin, avec des amis, avec des frères qu'on a grandi ensemble, mais qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes idées. Pourtant, ce qui pour moi me semble être une évidence. Je pense que le frein, plus particulièrement, il vient à ce niveau géographique et culturel, et il vient encore plus profondément sur le modèle associatif comorien. Pour moi, il est à questionner, il est à interroger pour dire aujourd'hui, je vois Abdul Baki, je l'ai vu encore à Montreuil, je vois Mama Iqbal, on voit toujours les mêmes. Donc, que Dieu leur prête vie encore, mais qu'ils peuvent être encore là dans 30 ans, je l'espère, mais ils seront en mauvais état sans doute, mais ils seront là dans 30 ans, je l'espère. Mais que d'autres viennent en prendre le relais, comment on fait
ben, on fait en composant avec eux. On fait en écrivant avec eux. Mais non pas ce que nous concevons et eux, ils en exécutent. Moi, quand on m'appelle, quand je reçois un message pour me dire vous êtes convié à un colloque, vous êtes convié à une organisation où il y a ça, je lis en filigrane. Ça m'intéresse, j'y vais. Ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. Quand on me dit nous avons une idée, on voudrait développer telle chose, est-ce que vous serez partant? J'y vais. Parce que je vais, moi, déployer mes idées, en débattre avec d'autres, en compléter, en apprendre, corriger peut-être celles que j'avais. Là, c'est tout à fait autre chose. Donc, pour dire, moi, mes freins, pour répondre factuellement à la question, mes freins, ce n'étaient pas vraiment des freins personnels, hein, c'est collectif. Hein, ce que je reçois ce que je reçois comme frein, comme difficulté dans l'association, c'est forcément du collectif, c'est on en parle ensemble, et puis on gère tous ensemble. Et c'est ça aussi. Un autre problème, c'est qu'on a tendance à personnifier l'œuvre commune. Si elle est collective, elle appartient à personne, elle est à tout le monde. Bien sûr, il y a celui qui a la carapace lourde, qui prend toutes les difficultés quand ça arrive, et même les insultes. C'est ça aussi être responsable, hein, c'est assumer à la place des autres. Mais souvent, la même personne est toute seule pour travailler, pour pousser, on peut être 100 dans l'organisation, mais on peut être que 10 effectifs, et cela encore peut suffire pour faire avancer l'association. Mais non, j'espère qu'il y aura, Nafisa, n'est-ce pas, une suite à cette table ronde pour élargir et travailler encore sur la question. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. En conclusion, je dirais que si on veut plus de jeunes dans nos projets, on pourrait déjà se rapprocher des associations de jeunes qui existent et multiplier les partenariats, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de connexions. Peut-être aussi prendre les exemples et créer des espaces dédiés à la jeunesse pour qu'elle puisse se retrouver entre elles et mener les actions qu'elle le souhaite, avec la méthodologie qui lui convient, parce qu'il y a souvent un problème de méthodologie aussi entre les générations, et du coup ça peut être compliqué de travailler ensemble. Donc le fait de leur dédier un espace, ça fait comme une passerelle et ça simplifierait les choses. Je trouve aussi que par rapport aux exposés que vous avez faits, on a du mal à valoriser le travail qui est fait dans les associations. C'est vrai que c'est inconscient, toutes les compétences qu'on peut acquérir, mais on devrait trouver une manière de le valoriser plus que ça. C'est pas systématique de le mettre sur son CV. Les jeunes ont tendance à l'oublier ou à dévaloriser leur action dans les associations, surtout communautaires. Ils ne le mettent pas sur le CV alors que c'est valorisant. Mais peut-être que nous, en tant que responsables associatifs, on devrait aussi les encourager et les orienter vers cette façon de faire, quitte à peut-être à réfléchir à délivrer des certificats, je sais pas, de bénévolat de l'année, a appris à conduire une réunion, se débrouille en exposé. Enfin, il y a des choses à réfléchir là-dedans, à valoriser de manière vraiment formelle pour que le jeune ait conscience de ce qu'il a acquis et qu'il puisse le mettre à l'écrit plus facilement. Vous avez aussi dit que le mouvement associatif comorien aujourd'hui, peut-être qu'il est arrivé à la fin d'un cycle et qu'il est temps de le réfléchir, de le recomposer. Il est à bout de souffle, donc il faut le reconstruire. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. C'était vraiment très intéressant. Ça permettait de prendre du recul, de réfléchir à ses propres pratiques. Il y a très certainement des choses que vous allez changer dans vos structures personnelles. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir d'autres exemples, parce que du coup là on est resté sur la pratique comorienne, il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle Bigger Than Us, de Fleur Vasseur et de Marion Cotillard,
qui mettent en avant l'engagement de la jeunesse, mais à travers le monde, et beaucoup dans tout ce qui est environnement, développement durable. Je vous recommande de le regarder avec vos enfants, vos adolescents. Ça donne vraiment de l'envie, de l'élan, de se dire que même moi, à mon échelle, je peux faire quelque chose. On a beaucoup parlé. Donc maintenant, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions ou des remarques à adresser au panel. Donc les micros sont ouverts. Il y en avait un. Merci, Mackenzie Tout-Puissant, donc président du Forum. J'ai dans les différentes interventions, il y a deux choses qui m'ont principalement marqué, et c'est le renouvellement des bénévoles au sein de nos organisations. Et vous avez pris l'exemple comorien, mais c'est aussi une remarque ou une difficulté qu'on retrouve dans beaucoup de nos organisations de la diaspora. Et il y a cette envie des aînés d'avoir ce renouvellement, cette envie également par rapport au pays d'origine de nos parents, où la sensibilité pour le pays d'origine n'est pas la même, parce que nos enfants sont nés en territoire français, et parfois les intérêts sont différents. Et par contre, ils observent les parents sans forcément avoir cette fibre immédiate, parce qu'ils ont vu les parents se mobiliser, ils ont vu les parents, je vais retirer les guillemets, ils ont vu les parents souffrir également, investir leur temps, leur argent, et c'est avec cet engouement. Donc nous aussi, en tant que parents, au niveau des aînés, c'est comment cet engagement associatif, on arrive à le faire partager différemment à nos enfants. Et je pense que vous avez pris l'exemple tout à l'heure de votre fille, je crois, de 10 ans, de votre enfant de 10 ans. Il ne faut pas hésiter. Moi, en tout cas, dès que je peux les amener, je les amène dans les activités pour prendre cette habitude-là, de cet engagement, parce qu'ils voient le père qui est engagé, mais voilà, concrètement, ce que ça représente, et ça peut, de temps en temps, développer des envies. Mais c'est aussi, en tant que parents, on sait que on a des difficultés parfois à mobiliser nos propres enfants. Et ben, je dirais collectivement, prêtons-nous nos enfants. Parce que parfois, on n'arrive pas à trouver le mot, on n'arrive pas à trouver, voilà, parce qu'ils ont vu comment ça se passe à la maison, dans notre propre milieu associatif. Mais on a les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, etc. Donc on peut se les prêter, parce que parfois, peut-être que l'autre association va trouver les bons mots, le bon projet, la bonne initiative pour pouvoir les motiver. Enfin, on a parlé de valoriser les compétences. Et ça, c'est un élément important, c'est un élément sur lequel le Forum a commencé un travail et va pouvoir le développer, parce qu'on on le dit, dans le milieu associatif, dans ce qu'on fait, quand on monte les projets, par exemple sur le Praosim et autres, on développe, vous avez dit plein de choses tout à l'heure par rapport à vos propres engagements. Et ben, c'est comment valoriser, comment certifier toute cette expérience que nous acquérons au fur et à mesure de notre engagement associatif, pour que ce soit vraiment reconnu. Il y a des certifications qui sont spécifiques, mais nous aussi, dans le milieu de notre engagement des diasporas, il faut qu'on y accède, en tout cas qu'on monte les formations nécessaires pour pouvoir valoriser et certifier ces compétences dans le milieu associatif. Merci. Merci. Salam alaikum. Bon, je voudrais d'abord prendre la parole, parce que j'étais jeune. Je prends la parole parce que je suis là comme gouverneur de l'île autonome de l'Azija. C'est sur cette invitation
je suis présent dans ce forum. Et puis, vous dire aussi que je suis là parce que je suis aussi le président du Comité national olympique des Comores. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je profite non seulement de féliciter les Comores, la jeunesse comorienne, les Selacantes, parce qu'aujourd'hui, je crois hier, tout le monde a été fier de cette jeunesse dont vous parlez, et qui est aujourd'hui cette jeunesse qui a fait que les Comores aujourd'hui est qualifiée pour la deuxième fois à la Coupe d'Afrique des Nations, à 90%, c'est de la jeunesse issue de la diaspora. Donc, c'est vous, c'est ces jeunes-là que, aujourd'hui, ont contribué, ont donné un sens, bien un nom, bien comment dirais-je, un honneur à notre nation. Donc, aujourd'hui, quel que soit ceux qui sont binationaux, ceux qui sont comoriens, en tout cas, chacun a apporté sa pierre pour construire ce pays. Et je vous jure que je vous dis que c'est un projet. C'est pas un hasard, mais c'est un projet. Si on est arrivé là, c'est parce que c'est un projet qui a été bien conçu et qui est soutenu aussi bien par la population comorienne, la diaspora, mais aussi les autorités comoriennes, pour qu'on puisse justement prendre part à ces compétitions et arriver à ce résultat. Pour entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord aussi à saluer l'initiative de l'organisation de ce forum, plus particulièrement le choix des panélistes. Je crois que tout ce que vous avez développé, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment une expérience qui peut servir à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'engagement de la jeunesse, citoyenne de la jeunesse d'ici et là-bas, est plus qu'indispensable pour le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer cette diaspora qui a pris conscience que le développement des Comores demande, mais exige une participation de tous ceux qui sont ici et là-bas. Et je vais saluer la qualité de ces interventions. Pourquoi j'ai dit j'étais jeune? Oui, bien sûr, j'ai les cheveux blancs, mais j'étais jeune. Et effectivement, cet engouement et cet engagement a toujours existé chez le jeune Comorien. Bien sûr, vous l'avez bien dit, à ceux qui sont plus motivés que les autres. Mais moi, je prends mon exemple simple. Moi, j'ai milité, je suis là aujourd'hui comme gouverneur, je crois que c'est par accident. Mais moi, je suis très associatif parce que dès mon jeune âge, je me suis engagé dans l'associatif. À Mitsanouli, je suis de Mitsanouli. Et là-bas, on a eu la chance d'avoir, dès notre jeune âge, une fédération, une association qui s'appelait la fédération des associations des jeunes de Mitsanouli, où chaque jeune de Mitsanouli pouvait trouver son compte. Que ce soit le sport, la culture, la musique, le scoutisme, et j'en passe. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir su, je crois que toutes les sections, j'ai été adhérent. Puisque je faisais le sport, la culture, la musique, j'ai chanté mais je ne jouais pas. Et je sais pas, le scout, j'étais éclaireur aussi. Donc c'est pour vous dire que, effectivement, à l'époque, il y avait toujours des jeunes très motivés, mais aujourd'hui, ça change de figure. Donc moi, je suis très content de voir, d'écouter vos interventions, et pour vous dire que, en tout cas, de notre côté, du côté du gouverneur, là je parle en tant que gouverneur, mais je peux aussi parler en tant que président du comité olympique, parce que ça fait partie de la jeunesse. Je peux vous dire que effectivement, il est temps, parce que les temps ont changé, la mentalité a changé. Il y a ceux qui sont nés en France, il y a ceux qui sont nés aux Comores, qui sont venus en France. Peut-être on n'a pas la même vision, la même
analyse. Mais toutefois, on a les mêmes objectifs. Maintenant, il faut savoir comment les atteindre. Moi, j'estime que le dialogue, les échanges et l'expérience de ceux qui sont nés ici, parce qu'ils ont beaucoup appris par rapport, peut-être ils ont d'autres manières de voir les choses. Je crois que tout le monde doit s'asseoir ensemble et échanger, sans pour autant oublier effectivement les freins. Parce que les freins, on a une société très difficile au Comores. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer. On pourra quand même à un moment donné, peut-être ces freins, on peut les exploiter pour que ce soit vraiment avantageux pour le développement de notre pays. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est juste pour vous rendre hommage à ceux qui ont organisé ce forum, mais en même temps, vous les panélistes, pour tout ce que vous avez exposé. Mais ma question pour conclure est la suivante. Que faire pour faire intéresser les jeunes de la nouvelle génération à adhérer à nos associations, que ce soit au Comores ou en France, parce qu'effectivement, il y a ceux qui ont eu la chance, comme il dit, de s'intéresser très tôt et pouvoir maintenant, pour tous. Donc il faut réfléchir, c'est une réflexion pour faire de sorte que les jeunes des associations, que ce soit villageoises, régionales et autres, puissent s'intéresser et adhérer en masse dans nos associations, parce que demain ils pourront apporter beaucoup à notre pays, et surtout faire de telle sorte qu'il y ait des activités spéciales pour la jeunesse, pour les enfants, comme le président du forum vient de le dire. Amener les enfants à assister à nos activités, créer des activités qui peuvent les intéresser, parce que à la longue, ils seront comme nous. Aujourd'hui, on n'est plus associatif, on est politique, et on l'assume sans souci. Mais on est passé par les associations, et on a appris, c'est ce qu'on nous a dit là, on a appris à parler. Si aujourd'hui on tient un discours, on a le courage de se tenir devant un public, c'est parce que moi je suis passé par ce qu'on appelait avant le Souanumeni. Ça c'est une école. Et d'autres. Donc je crois que faut pas sous-estimer nos jeunes, mais on compte beaucoup sur vous. Le pays à vous, vous appartient. Nous on part et demain c'est vous qui allez normalement prendre les responsabilités. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. C'est une amie trésorière de l'association bilingue de Mambourg, membre actif de la PIPAC 93. J'ai pris la parole principalement parce que j'ai écouté avec attention ce qu'il disait M. Dunaïd. C'était par rapport aux étudiants comoriens qui arrivent en France et qui ont un peu de difficultés parce qu'ils arrivent très tard pour intégrer les universités. Donc, ma question, étant donné qu'il y a des autorités, monsieur le gouverneur est bien là, qu'ils soient bien attentifs à toutes ces paroles qui ont été dites là, pour apporter aussi son soutien auprès des autorités comoriennes, pour que vous puissiez faciliter un petit peu ces choses-là. À savoir que, en fait, aux Comores, je pense que souvent les épreuves du bac sont faites beaucoup plus tard qu'ici en France. C'est normal, chacun fait comme il peut dans son pays. Mais surtout, aider les étudiants, les faciliter vraiment au niveau de l'ambassade pour qu'ils puissent intégrer rapidement ici les universités, pour ne pas perdre une année comme ça aux oubliettes, ou même pénaliser cette personne, voire pour avoir sa carte de séjour. Donc je pense que la présence du gouverneur aujourd'hui à ce forum, c'est une très très bonne idée
en espérant que bon, vous allez relayer cette information et surtout apporter beaucoup aux étudiants comoriens qui arrivent ici, leur donner aussi une bourse, parce que c'est pas évident de venir à l'étranger et de se trouver démunis complètement. Ça veut dire que si tu n'as pas une famille qui peut t'aider ou un ami et tout ça, c'est très difficile. Et ça appartient à vous, autorités comoriennes, aussi à prendre un petit peu vos responsabilités. Donc, aidez beaucoup les étudiants qui vont soit en France ou au Sénégal ou n'importe où dans le monde et d'avoir vraiment les moyens de pouvoir étudier. En ce qui concerne aussi le développement des associations des jeunes, je pense que vous, la jeunesse qui est ici en France, ça serait mieux aussi de puiser un peu dans les associations qui sont là, qui sont aussi dans le PEFA 93, c'est-à-dire essayer de faire un forum comme ça, pour que vous puissiez aussi, nous on peut mobiliser nos enfants à venir à ce forum, pour que vous puissiez avoir la jeunesse partout en France, vous puissiez avoir un mouvement, et que vous puissiez faire des réflexions ensemble et voir comment on peut se développer au niveau des étudiants, comment aussi vous allez porter la culture comorienne et tout ça. Et en fait, ben, on est là derrière vous, voilà. Et justement, vous dire que nous, Ilang, on est une association aussi qui met beaucoup sur la jeunesse. Nous, on a un projet au Comores, qu'on est en train de le préparer, c'est-à-dire une maison régionale pour la femme comorienne, mais qui met beaucoup en valeur aussi les générations, en fait, du plus petit jusqu'à la grand-mère. En fait, on a envie de les écouter, d'être ensemble, de partager plein de choses. Donc la jeunesse, ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, parce que c'est l'avenir de demain, tout simplement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je voulais juste remercier les intervenants et vous féliciter sur la qualité du débat et surtout insister sur l'importance du sujet. Parce que l'engagement des citoyens, l'engagement de la jeunesse dans toute la vie associative. Eh ben, les freins, par exemple, pourquoi les jeunes ne s'engagent pas, ça a été démontré que c'est parce qu'effectivement on pense que à notre pays d'origine, on pense que alors que c'est ici où on vit. Donc j'ai apprécié le fait qu'il faut revoir justement le fonctionnement de nos associations. Parce qu'il y a des autorités qui sont ici, par exemple monsieur le maire, ils sont là pour nous accompagner, mais je suis sûre qu'ils seraient très contents et ils seraient plus motivés à nous accompagner si on menait des projets d'ici, en fait, d'ici d'abord. Et avant, comment? Moi, je suis la présidente de l'association de la communauté comorienne de Kwamani-Wachili. Je suis nouvellement élue et effectivement, je milite pour ces réformes-là, pour qu'on essaie d'intégrer, pour que les jeunes puissent venir, c'est qu'il faut qu'on justement réalise des activités qui les intéressent ici d'abord. C'est vrai qu'on a l'amour du pays, de notre pays d'origine, mais il faut d'abord qu'on pense à ici. C'est ici où on vit. Moi, c'est ici où on vit. Et les projets lointains qui n'ont pas de suivi, justement, il y a monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous mettez en place pour les projets qu'on mène ici et qu'on pense comment? Parce que nous, par exemple, on a le projet de construire un stade omnisport, mais le stade omnisport, on a aussi construit des lycées, mais s'il y a des fenêtres qui se cassent, on nous appelle encore ici. Donc ce qui fait que il n'y a aucun suivi et ça décourage en fait. Nous, on a l'amour du pays, mais les jeunes qui voient qu'on a construit une médiathèque, on a aidé les enfants à s'instruire, à suivre une éducation, mais qu'il n'y a pas un suivi derrière,
il n'y a rien, il n'y a aucun moyen qui est mis en place par les autorités pour qu'il y ait un suivi, eh bien ça décourage. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Il y a eu quand même des questions que peut-être nous pourrons répondre, monsieur le... Il y a même des questions que nous pourrons répondre. Ah non, non. Oh. Voilà. Ah, ok. Donc, Madame la sénatrice, donc... Ah, c'est bon. Monsieur le gouverneur, vous l'avez dit. Ah bon. Ah bah c'est bon. D'ailleurs, c'est le coût oui, bien sûr, oui. Ça va? Vous allez bien? Je suis arrivé hier. Je l'ai vu moi à Lyon la dernière fois. Non, mais la période Merci. Bonjour à toutes et à tous. On passe la parole à monsieur le maire Mobigny, vu que nous tenons cette rencontre. Il est aussi conseil départemental
en charge des relations internationales, donc et affaires européennes. Il est le premier à prendre la parole avant de passer aux autres partenaires qui sont ici présents. Voilà. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Comme chaque année, Monsieur Abdellah Ibrahim, qui est le président de la plateforme des associations comoriennes en Seine-Saint-Denis, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille ensemble en lien bien évidemment avec les services de la coopération internationale et européenne. Mais si je suis ici, c'est d'abord en tant que maire de Bobigny, et je tenais à saluer de leur présence le gouverneur des Comores, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois de ça en Seine-Saint-Denis à Bobigny, à la mairie de Bobigny. J'ai pas eu le plaisir encore de rencontrer monsieur le consul des Comores au Maroc, mais c'est chose faite. Le président du département, on a l'habitude de se croiser, de travailler ensemble, et on tenait à le remercier de nous accueillir dans ces locaux, ici en Seine-Saint-Denis, qui est le département du monde, mais j'aurai l'occasion, bien évidemment, de revenir dessus. Remercier également mon collègue vice-président et adjoint au maire à Montreuil, et notre sénatrice, qui est très souvent à nos côtés dans le cadre des différentes initiatives que nous menons plutôt sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais parfois à Bobigny en lien avec les services préfectoraux. Merci donc à vous, monsieur le gouverneur. Tout à l'heure, vous avez dit un mot qui est juste. Nous sommes fiers de vous. Moi aussi, je suis fier de vous, fier des habitants de cette ville et de ce département. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous habitez la région Île-de-France, mais c'est vrai que si on a de très nombreuses coopérations à Bobigny ou sur le département de la Seine-Saint-Denis, c'est d'abord une volonté politique, mais c'est aussi la réalité du département de la Seine-Saint-Denis. Je le dis très souvent, la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, vous avez eu l'occasion de le dire, et les politiques publiques doivent s'inspirer effectivement de cette jeunesse. C'est le département de la diversité, c'est le département monde. Le président vous en dira sûrement quelques mots, 130 nationalités, 177 langues parlées, et vous avez plus de 4000 associations qui interviennent dans le champ de la coopération internationale, ici en Seine-Saint-Denis ou à travers le monde, à travers nos différentes coopérations. C'est aussi pour cette raison qu'on a accueilli en Seine-Saint-Denis dans les meilleures conditions les Jeux Olympiques et Paralympiques, et je tenais à remercier le président du département d'avoir fait le choix de réaliser un très bel équipement qui s'appelle le Prisme, qui permet d'accueillir également des sportifs qui connaissent des problèmes de handicap, mais qui est aussi ouvert à tous les habitants, à toutes les habitantes, à tous les séquanotes dionysiens, puisque si on a différentes communautés en Seine-Saint-Denis, on est d'abord des séquanotes dionysiens ou des balbiniennes et des balbiniens. Le département de la Seine-Saint-Denis, vous le connaissez parfois mieux que moi, c'est aussi le département des paradoxes. On le dit très souvent, c'est un département riche, puisque c'est le 7e contributeur au PIB, c'est-à-dire qu'on a de très nombreuses entreprises dans ce département, mais la richesse, c'est pas simplement les entreprises, c'est d'abord nos populations, c'est d'abord effectivement les gens qui créent de la richesse dans ce département, mais le premier des paradoxes, c'est que nos populations, elles sont un peu plus fragiles qu'ailleurs, et c'est vrai qu'un peu comme vous, il y a nécessité qu'on puisse faire en sorte que toutes nos politiques publiques puissent s'appuyer sur l'expérience des associations, l'expérience de nos habitantes et de nos habitants, pour pouvoir effectivement aussi, comme un certain nombre d'entre vous l'ont dit, évaluer les politiques publiques que nous menons. Le deuxième paradoxe, et il y en a sûrement plein, mais je prends toujours ces deux exemples à chaque fois, c'est que vous êtes dans un département aussi qui crée de l'emploi, et c'est le premier d'ailleurs en termes de création d'emplois en Seine-Saint-Denis, mais plus de 50% de ces emplois ne profitent pas forcément aux habitants de la Seine-Saint-Denis. C'est aussi pour toutes ces raisons, alors sûrement pour des problèmes de formation, pour des problèmes de qualification, parfois pour des problèmes de discrimination. On a dans ce pays plus de 33%
des électeurs qui votent pour l'extrême droite, on peut aussi penser que malheureusement ces idées nauséabondes, ces vents mauvais irriguent aussi un certain nombre parfois d'habitants qui habitent la Seine-Saint-Denis, mais sûrement beaucoup moins qu'ailleurs. Je voudrais pas être trop long, puisque j'ai aussi malheureusement d'autres activités, mais je viendrai ce soir au concert à Canal 93 qui va avoir lieu. Moi, je voudrais bien sûr remercier tous les organisateurs, les associations, parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup parlé de la vie associative, de l'engagement associatif des habitants et des jeunes. C'est aussi tout ce qu'on essaie de faire modestement sur une ville comme Bobigny, parfois avec des difficultés, mais il faut absolument, quoi qu'il arrive, que nos politiques publiques puissent s'appuyer sur vos expériences. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ici d'abord à Bobigny et en Seine-Saint-Denis, et ce qui peut aussi nous permettre d'engager par la suite des projets en commun aux Comores, comme un certain nombre d'associations d'ailleurs ici présentes les ont engagés. Je pense notamment au projet d'électrification qui a eu lieu il y a quelques années à Mutsiamuli. Alors après, évidemment, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est que tout le travail de suivi doit pouvoir être réalisé. Je voudrais pas être plus long puisqu'on est plusieurs ici à devoir intervenir. Merci à vous, et puis j'ai envie de vous dire qu'on vous aime et qu'on est fiers de vous. Voilà. Merci, monsieur le maire. Et la parole revient à la PFAT 93. Monsieur le Président, chers partenaires, élus départementaux, élus municipaux, élus d'origine comorienne, Madame, Messieurs les présidents de membres associatifs, mais aussi les partenaires qui sont venus ici, et aussi l'UNACOF, ceux qui sont venus de l'UNO, d'un peu partout, pour partager la joie de faire pour la 12e année et la rencontre du partenariat entre la Seine-Saint-Denis et l'île Ngazidja. Au nom de l'UNACOF, d'abord je présente mes excuses s'il y a quelqu'un que j'ai pu oublier, mais nous sommes très très ravis de vous voir tous et toutes ici au nom de ce partenariat qui lie le département qui est le nôtre, mais aussi l'île d'Ngazidja dont nous sommes originaires. Et pour nous, on n'aura pas beaucoup de remerciements à faire parce que les remerciements sont très très nombreux. Pour la première fois, la Seine-Saint-Denis a permis les Comores d'avoir des relations avec la France au niveau départemental, en tout cas au niveau territorial, qui fait que nous qui étions à l'époque à l'origine de ce partenariat, nous sommes vraiment très très fiers. Et je vous demande d'applaudir le président Stéphane Troussel, parce que je me rappelle le 11 novembre 2009, 3 mois après le crash, lorsqu'on a eu l'idée, qu'on est en train de discuter avec le département, c'était d'entre nous qu'on le voyait parce qu'il est élu, mais on ne savait pas son attachement avec les Comores. Mais lorsqu'on est allé le voir, à 3 jours encore de l'arrivée de la délégation qui venait des Comores, lorsqu'on a dit le projet, qu'on est à 3 jours, les élus arrivent, on n'a même pas encore les rendez-vous, il a dit, ne vous inquiétez pas. Et nous faisons 15 ans. Aujourd'hui, nous faisons 15 ans depuis que ces relations sont bâties et que grâce à lui et beaucoup d'autres, mais j'en profite de sa présence parce que j'aimerais bien qu'il redouble de courage et d'attachement avec le Comore et surtout dans ce cadre que nous avons bâti ensemble avec lui. Ce partenariat nous a permis